En 3 saisons à peine, Star Trek a réussi l'impossible, transformer une série télévisée modeste en l'une des œuvres de science-fiction les plus influentes de tous les temps. Diffusée sur NBC à partir de 1966, l'USS Enterprise embarquait son équipage pour une mission de 5 ans qui n'en dura que 3. William Shatner campait un capitaine Kirk charismatique. Leonard Nimoy incarnait le logique Monsieur Spock. DeForest Kelley donnait vie au docteur McCoy irascible, tandis que Nichelle Nichols, George Takei et James Doohan complétaient l'équipage avec Uhura, Sulu et Montgomery Scott. 79 épisodes tournés dans des décors branlants avec un budget serré frôlant l'annulation à 2 reprises. Et pourtant derrière ce tableau modeste se dissimulent des histoires stupéfiantes, des sauvetages in extremis, des gestes religieux détournés, un héros de guerre dissimulant une blessure réelle, des manœuvres financières sournoises et un patron de studio qui sauva tout le monde quand personne n'y croyait plus. Voici 15 faits bouleversants sur Star Trek. Restez jusqu'au numéro 15 pour découvrir comment les acteurs de l'Enterprise ont finalement rejoint les étoiles pour de vrai. Abonnez-vous et likez, vous ne voudrez pas manquer la suite. Numéro 1. Avant même qu'un seul téléspectateur ne pose les yeux sur l'Enterprise, la série avait failli ne jamais exister. En 1965, NBC refusa catégoriquement le premier pilote intitulé The Cage. Le studio de production Desilu Productions tremblait. L'aventure aurait pu s'arrêter là. Mais une femme refusa de laisser faire. Lucille Ball, propriétaire et dirigeante de Desilu, était l'une des personnalités les plus puissantes d'Hollywood. Elle décida, contre l'avis de son conseil d'administration et malgré les mises en garde alarmées de ses comptables, de financer un second pilote sur les fonds propres du studio. La légende raconte qu'elle n'avait pas vraiment saisi le concept. Elle aurait cru qu'il s'agissait d'artistes itinérants allant divertir des soldats américains à l'étranger. Quand on lui expliqua que c'était l'histoire d'un vaisseau spatial et d'un alien aux oreilles pointues, elle ne changea pas d'avis d'un pouce. Ce second pilote devint l'épisode Where No Man Has Gone Before. NBC l'accepta. Sans cette femme qui tint tête à tout son entourage, il n'y aurait jamais eu d'Enterprise, jamais eu de Spock, jamais eu de film, ni de convention, ni de spin-off. Toute la franchise repose sur le courage d'une seule décision. Numéro 2. Avant que Monsieur Spock ne devienne le personnage le plus iconique de la série, le véritable premier officier à bord de l'Enterprise était une femme. Dans le pilote de 1965, Mayal Barrett incarnait un personnage connu uniquement sous le nom de numéro 1. Calme, analytique, dénué d'émotions, pleinement aux commandes. NBC l'effaça. Les dirigeants estimaient que le public n'accepterait jamais une femme donnant des ordres à des hommes, surtout une femme froide et peu conciliante. Lorsque NBC exigea un second pilote, numéro 1 disparut discrètement. Mais Roddenberry ne jeta pas le personnage aux oubliettes. Il transplanta toutes ses caractéristiques, la logique implacable, la maîtrise émotionnelle, l'intelligence glaciale, directement dans Spock, qui dans le premier pilote était pourtant bien plus réactif et émotionnel. Ce transfert silencieux remodela l'un des personnages les plus célèbres de la culture populaire. Majel Barrett revint sous les traits de l'infirmière Christine Chappell, puis épousa Roddenberry, et prêta sa voix à l'ordinateur de l'Enterprise dans plusieurs séries jusqu'à la fin de sa vie. Numéro 3. L'apparence de Spock aurait pu être radicalement différente. Roddenberry voulait à l'origine lui donner la peau rouge pour accentuer son caractère extraterrestre. Le projet s'effondra dès les premiers tests. En 1966, la majorité des foyers américains regardaient encore la télévision en noir et blanc et le maquillage rouge ressortait comme un gris boueux. Abandon immédiat. Mais NBC avait une autre inquiétude. Les oreilles pointues et les sourcils arqués de Spock lui donnaient, selon les dirigeants, une allure satanique. Des photos promotionnelles furent retouchées pour arrondir ses oreilles et adoucir ses sourcils. Le maquilleur Fred Phillips opta finalement pour un teint jaune-vert, mais les laboratoires de développement, convaincus d'une erreur technique, recorrigeaient systématiquement la couleur pour ramener Spock à un teint
humain normal. Ce bras de fer se répéta plusieurs fois. Personne ne pouvait croire qu'un officier à la peau verte était intentionnel. Quand la série fut enfin diffusée, les téléspectateurs ne virent pas un démon. Ils découvrirent la star inattendue de toute la franchise. Numéro 4. Le salut vulcain est l'un des gestes les plus reconnaissables au monde. Il ne vient d'aucun scénariste. Il vient d'un enfant curieux qui désobéit dans une synagogue. Leonard Nimoy grandit à Boston dans une famille juive pratiquante. Lors d'une cérémonie particulière, les fidèles étaient invités à fermer les yeux. Selon la tradition, une présence divine descendait à ce moment précis, et il était interdit de la regarder. Le jeune Léonard regarda quand même. Les prêtres tendèrent les mains, doigts écartés en forme de V, représentant la lettre hébraïque Shin, associée à l'un des noms de Dieu. Des années plus tard, lors du tournage d'un épisode de la 2e saison, le script nécessitait un salut vulcain. Nimoy proposa le geste gravé dans sa mémoire depuis l'enfance. Les caméras tournèrent, et un symbole religieux ancestral entra discrètement dans l'histoire de la science-fiction. Nimoy confiait que l'une de ses plus grandes joies était de savoir que des millions de fans s'offraient mutuellement une bénédiction millénaire sans même le soupçonner. Numéro 5. En 1968, Star Trek diffusa un épisode contenant un baiser entre William Shatner et Nichelle Nichols. Aujourd'hui, cette scène paraît anodine. À l'époque, elle déclencha une panique au sein de NBC. Le réseau redoutait un tollé, en particulier dans les États du Sud où certaines chaînes locales auraient pu refuser de diffuser l'épisode. Les dirigeants exigèrent une version alternative dans laquelle les deux acteurs s'approcheraient sans jamais se toucher. Nichols et Shatner eurent une toute autre idée. Ils sabotèrent méthodiquement chaque prise alternative. Regard de travers, timing délibérément raté, grimace calculée. Sur le tout dernier essai, Shatner fixa ostensiblement la caméra, rendant son expression impossible à contourner au montage. La production manqua de temps et d'argent, la seule prise utilisable restante était le vrai baiser. NBC attendit le déluge de plaintes. Il ne vint jamais. Le courrier afflua dans le sens inverse, les téléspectateurs se demandant sincèrement pourquoi quiconque pourrait s'offusquer. Le public était déjà bien plus en avance que les cadres qui avaient passé des semaines à tenter de le protéger de lui-même. Numéro 6. Bien avant de jouer le chef ingénieur de l'Enterprise, James Doohan avait vécu des moments que peu d'hommes peuvent raconter. Officier de l'armée canadienne, il débarqua sur la plage de Juneau en France le 6 juin 1944, le jour J. Sous un feu nourri, il guida ses hommes à travers un champ de mines et neutralisa 2 tireurs d'élite allemands. Mais cette nuit-là, se déplaçant entre 2 postes de commandement, un soldat canadien à bout de nerfs le prit pour l'ennemi et lui tira dessus 6 fois. 4 balles le touchèrent à la jambe. Une lui arracha le majeur de la main droite. La 6e, dirigée droit vers sa poitrine, aurait dû le tuer. Elle frappa à la place un étui à cigarette en argent, glissé dans sa poche, cadeau de son frère. Il perdit un doigt, il garda la vie. Sur le plateau de Star Trek, Doohan dissimula soigneusement ce doigt manquant grâce à des angles de caméra calculés et des doublures pour les gros plans. La plupart des fans ne remarquèrent jamais rien. Quelques observateurs attentifs finirent noués par l'apercevoir dans l'épisode The Trouble with Tribbles, où la main de Scotty ressortait brièvement d'une avalanche de petites créatures poilues. Le plus coriace de l'équipage l'avait toujours été pour de vrai. Numéro 7. The Trouble with Tribbles devait être un épisode léger et comique. À l'écran, c'était charmant. Dans les coulisses, ce fut un cauchemar doux et persistant. L'équipe ne fabriqua que 500 tribbles environ, de simples boules de fausse fourrure bourrées de mousse, certaines équipées d'un mécanisme d'horlogerie pour les faire trotter sur le sol. Bon marché, efficace et impossibles à éliminer. Après la fin du tournage, les tribbles continuèrent à surgir partout pendant des semaines. Dans les tafessams, rampes d'éclairage, les tiroirs, les conduits d'aération. Personne ne se souvenait de les y avoir mis. Le phénomène s'amplifia parce que les acteurs trouvaient ça hilarant. On en glissait dans les costumes et les boîtes repas des collègues. Kelly en extirpa un du corps d'un patient dans un épisode totalement différent, rien que pour faire rire la distribution.
La célèbre scène de l'avalanche où une porte s'ouvre et ensevelit Shatner sous une vague de fourrure nécessita 8 prises, les figurants perchés au-dessus ne voyant pas Shatner en dessous et continuant d'en rajouter. Quand la production se termina, beaucoup de triples disparurent dans des collections privées. D'autres rejoignirent les vitrines du Smithsonian National Air and Space Museum, où ils trônent encore aujourd'hui. Numéro 8. Longtemps avant les hashtags et les pétitions en ligne, les fans de Star Trek accomplirent l'une des campagnes épistolaires les plus spectaculaires de l'histoire de la télévision américaine. À l'automne 1967, la rumeur d'une annulation après la 2e saison commença à circuler. Les fans refusèrent d'accepter l'inévitable. Une militante passionnée et son mari organisèrent une opération d'une redoutable efficacité, baptisée la règle des 10. Chaque fan écrivait une lettre à NBC et convainquait 10 amis d'en faire autant, chacun recrutant 10 autres. NBC admit officiellement avoir reçu plus de 116 000 courriers, mais le chiffre réel, pétition incluse, s'approchait du million. Le déluge devint si imposant que la chaîne annonça le renouvellement pour une 3e saison en direct à l'antenne, non sans demander poliment aux fans de cesser d'envoyer du courrier. Après l'annulation définitive, des étudiants de Caltech, du MIT et de Berkeley défilèrent au flambeau. Dans les années 1970, ces mêmes fans poussèrent la NASA à baptiser la première navette spatiale Enterprise, puis les studios vers les rediffusions, les conventions et finalement le premier film. Cette série survécut parce que ses spectateurs refusèrent de la laisser mourir, et leur méthode devint le modèle de toutes les mobilisations de fans qui suivirent. Numéro 9. Le générique de Star Trek est l'une des musiques télévisuelles les plus reconnaissables jamais composées. Alexander Courage l'écrivit avec soin. Ce qu'il ne pouvait pas prévoir, c'est que Gene Roddenberry allait en percevoir la moitié des revenus sans jamais avoir posé les mains sur un seul instrument. Le mécanisme était simple et légal. Selon les contrats musicaux de l'époque, quiconque ajoutait des paroles à un thème instrumental devenait co-auteur et avait droit à la moitié des royalties perçues à chaque diffusion. Roddenberry écrivit donc des paroles. Des paroles médiocres, jamais destinées à être chantées ni entendues, évoquant l'amour errant parmi les étoiles. Il les rédigea, les déposa et attendit. À chaque diffusion de Star Trek dans le monde entier, la moitié du chèque qui aurait dû aller à Courage atterrissait dans la poche de Roddenberry. Courage, furieux, estima la manœuvre légale, mais profondément déloyale. Les deux hommes ne collaborèrent plus jamais vraiment, et Courage ne revint pas pour les saisons suivantes. Ces paroles que personne n'entendit jamais rapportèrent des millions à Roddenberry, puis à sa succession. Numéro 10. Dans Star Trek, le communicateur portatif était pure fantaisie. Un petit boîtier qu'on claquait d'un geste vif pour entrer instantanément en communication à travers des distances immenses. En 1966, cela semblait de la magie. Quelques années plus tard, un ingénieur de chez Motorola allait en faire une réalité. Martin Cooper inventa le premier téléphone mobile portable en 1973 et a déclaré publiquement que Star Trek l'avait inspiré, qu'il avait regardé Kirk ouvrir son communicateur et décidé que le monde réel méritait quelque chose de similaire. Mais Cooper a depuis livré une version plus complète. Sa véritable inspiration d'enfance était en réalité la radio bracelet du détective de bande dessinée Dick Tracy. Lorsque les équipes documentaires arrivèrent avec leurs caméras, la version Star Trek faisait bien meilleure histoire, et il s'y accrocha. Motorola s'en empara sans retenue. En 1996, le téléphone baptisé StarTAC rendit hommage explicite à l'Enterprise et son design à clapet n'avait rien d'accidentel, latin. Science-fiction des années 1960 avait fini par atterrir dans les poches du monde entier. Numéro 11. En 1985, la petite ville de Riverside, dans l'Iowa, prit une décision inhabituelle. Elle se proclama officiellement lieu de naissance futur du capitaine James T. Kirk. Tout reposait sur une seule ligne dans un livre de 1968 mentionnant que Kirk était né dans une petite ville de l'Iowa. Aucun nom précis, aucune indication.
Riverside leva simplement la main. Le conseil municipal vota à l'unanimité et Gene Roddenberry bénit personnellement l'initiative. La ville entra dans le jeu avec enthousiasme. Un musée fut inauguré, une plaque érigée à l'endroit exact où Kirk naîtra un jour, et un bar local y ajouta une autre plaque signalant l'endroit où Kirk sera conçu. Chaque mois de juin, Riverside accueille le festival Trekfest avec défilés, costumes et apparitions d'acteurs dont William Shatner et George Takei. C'est une fête d'anniversaire bien réelle pour un homme qui n'est pas encore né. En 2009, le film Star Trek de J.J. Abrams rendit la chose officielle sur grand écran, confirmant ce que cette petite ville revendiquait tranquillement depuis près de 25 ans. Numéro 12. Il existe une rumeur sur William Shatner qui le poursuit depuis 60 ans. Kirk aurait porté une gaine sous son uniforme de Starfleet pour paraître plus svelte à l'écran. On l'entend dans les conventions, on la lit dans les forums, on la retrouve dans des articles sur la télévision classique. Elle est fausse. Shatner l'a démenti dans des interviews, dans des livres, en personne, avec une patience remarquable pour un homme interrogé sur ses sous-vêtements depuis un demi-siècle. La rumeur perdure probablement parce que les studios des années 1960 exercèrent une pression réelle sur l'apparence de leurs vedettes masculines. Mais l'affirmation spécifique que Shatner se serait comprimé dans une gaine est simplement inexacte. Elle prit racine parce que la silhouette de Kirk évolua légèrement entre les saisons, ce qui arrive naturellement à quiconque travaille de longues heures sur un tournage éprouvant pendant 3 ans. De là, la rumeur gonfla. Sa réponse n'a jamais varié. Aucune gaine, juste un acteur qui fait son métier. Numéro 13. Beam me up, Scotty. La phrase est partout, sur les t-shirts, les pare-chocs, les mugs, dans d'innombrables parodies. Des millions de gens qui n'ont jamais vu un seul épisode peuvent la réciter. Il y a un seul problème, le capitaine Kirk ne la prononce jamais, pas une seule fois, dans aucun des 79 épisodes originaux. Kirk s'en approche régulièrement. Scotty, beam us up, beam me up, Scotty, get us out of here. La formulation variant selon l'urgence du moment. Mais la version exacte que tout le monde mémorise n'existe nulle part dans la série. Dans les années 1990, même les acteurs avaient renoncé à corriger quiconque. James Doohan intitula d'ailleurs son autobiographie de 1996 « Beam me up, Scotty ». À ce stade, résister à la formule aurait été absurde. La phrase avait dépassé la série qui l'avait inspirée, répétée à l'infini par des gens qui ignorent de tout à fait qu'ils citent dans quelque chose qui n'a jamais été dit. Numéro 14. À l'issue de la première saison, Nichelle Nichols était prête à quitter l'aventure. Broadway l'appelait et sa lettre de démission était pratiquement rédigée, puis elle se rendit à une soirée caritative à Beverly Hills. Un organisateur s'approcha pour lui dire que quelqu'un souhaitait la rencontrer, son plus grand fan. Elle se retourna attendant un spectateur ordinaire. Elle se retrouva face à face avec le docteur Martin Luther King Jr. Quand elle lui annonça son intention de partir, il l'arrêta net. Il lui demanda de ne pas quitter la série, non pour des questions d'argent ou de gloire, mais pour ce que le lieutenant Uhura représentait pour des millions de personnes. Pour la première fois dans l'histoire de la télévision américaine, une femme noire n'était ni une domestique, ni un personnage comique, ni une silhouette de fond. Elle était intelligente, compétente, respectée. Puis King lui dit quelque chose qu'elle n'attendait pas. Star Trek était la seule émission qu'il autorisait ses enfants à regarder tard le soir. Ce n'était pas du simple divertissement. C'était l'image d'un avenir se comportant mieux que le présent. Le lundi suivant, Nichols retira sa démission. Roddenberry, selon son propre témoignage, s'en émut aux larmes. Numéro 15. Gene Roddenberry avait passé sa vie à imaginer un avenir où les êtres humains voguaient parmi les étoiles. Après sa mort en 1991, ce furent les étoiles qui vinrent le chercher. Le premier voyage eut lieu en 1992. Une portion de ses cendres fut embarquée à bord de la navette Columbia pour un court périple en orbite. La seconde mission alla bien plus loin. En 1997, ses restes furent envoyés en orbite aux côtés de Timothy Leary, un voisinage inattendu.
La capsule tourna autour de la Terre pendant environ 5 ans, avant de se désintégrer dans l'atmosphère en 2002, brûlant comme une étoile filante. En 2008, un touriste spatial emporta une petite quantité des cendres de James Doohan à bord de la Station spatiale internationale. Et puis 20 janvier 2024, une société baptisée Celestis lança une mission funéraire à bord d'une fusée nommée Vulcan Centaur. La capsule transportait les restes de Gene Roddenberry, Majel Barrett, Nichelle Nichols, James Doohan et DeForest Kelley, propulsés au-delà de la gravité terrestre en orbite autour du Soleil. Star Trek avait promis pendant des décennies un futur parmi les étoiles. Plus de 50 ans après le premier épisode, ceux qui avaient bâti ce futur l'avaient enfin rejoint. Voilà 15 révélations sur le Star Trek original qui rappellent pourquoi cette série reste indétrônable. Si ce voyage vous a replongé dans des souvenirs de soirées passées devant des rediffusions, ou si vous découvrez la série aujourd'hui avec un regard neuf, dites-le en commentaire. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui brandit encore le salut vulcain à la moindre occasion et abonnez-vous pour ne rien manquer de nos plongées dans les classiques qui ont façonné des générations entières. À très vite.